Alors, j'en viens à un autre élément qui peut paraître un peu étonnant, un peu contre-intuitif, c'est que donc quand on pense, je disais à 2025, on pense, robot, on pense Terminator, on pense, l'intelligence artificielle qui va nous écraser. Alors ça fait des super films de science-fiction, ne serait-ce que 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui reste quand même un monument de la science-fiction et ça fait très peur parce qu'on va être dominé par les machines et puis, on va devenir les esclaves des machines. Parfois on se demande d'ailleurs si on n'est pas un peu les esclaves des machines. Et puis déjà, Charlie Chaplin, il se posait la question: «Est-ce que je ne suis pas l'esclave de la chaîne qui dicte, mon rythme?» La réalité, elle est plus subtile que ça, elle est beaucoup, beaucoup plus nuancée que ça. C'est que ces machines, elles restent avant tout des outils qui nous augmentent plus qu'ils nous remplacent. En réalité, alors il y a certaines tâches et certains métiers bien sûr qui sont et seront remplacés par la machine, mais beaucoup plus souvent, c'est le couple homme-machine, donc l'homme augmenté par la machine, qui continue de travailler, mais de travailler de manière radicalement différente et de faire des choses radicalement différentes. Et en fait, en réalité, tout ce qui est répétitif et aliénant dans le travail peut être automatisé. De manière évidente, le travail que faisait Chaplin à l'usine, mais de manière moins évidente, des tâches intellectuelles, des tâches du cerveau qui sont répétitives, qui sont routinières et qui sont entièrement automatisables par les logiciels. Je vous donne un exemple qui peut quand même un peu faire peur pour ceux qui, en tout cas dans le métier d'être comptable. C'est que dans le domaine de la comptabilité, par exemple, vous avez une start-up qui s'appelle Fred de la Compta, qui automatise complètement la comptabilité. Et c'est étonnant à quel point c'est bien fait, parce qu'il y a très peu d'erreurs, c'est très complet, l'interface est fantastique et ils vous produisent des tableaux et tout ce qu'il faut de manière complètement automatisée. Et il n'y a plus besoin d'avoir un comptable quand on est une petite PME, par exemple. Pareil sur les fiches de paye. Les fiches de paye, ça représente quand même un des piliers du travail des ressources humaines. Donc, c'est du travail humain important. C'est complexe, c'est ce sont des conventions collectives, il y a des questions réglementaires très compliquées. Juridiquement, c'est très complexe, la paye. C'est vraiment c'est un univers très complexe. Et bien, il y en a aussi une start-up qui s'appelle PayFit, qui automatise les fiches de paie. Ils ont intégré absolument tout, les conventions collectives, les éléments juridiques, enfin tout a été rentré dans la machine, tout un univers extrêmement complexe qui mouline tout ça et qui vous fait des fiches de paie, hop, automatisées, parfaites, impeccables, toujours justes, etc. Alors là, ça pose des questions sur mais à quoi ressemblent les ressources humaines de demain. Il est clair que certaines tâches ne seront pas les mêmes. Ce sera peut-être la personne des ressources humaines ne va pas s'occuper de la paye. En revanche, elle peut peut-être s'occuper de coacher les gens, de les former et de les amener vers autre chose. Donc on voit qu'on recombine les métiers, un certain nombre de métiers. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout ce qui est justement par définition automatisable, tout ce qui est modélisable peut être automatisé. Et du coup, tout ce qui est répétitif et potentiellement aliénant va disparaître. Mais le côté positif, c'est qu'est-ce qui restera? Il restera tout ce qui n'est pas automatisable, tout ce qui est profondément humain, tout ce qui est artisanal. Et voilà, j'y viens. La grande différence avec tout ce qui est artisanal, c'est que justement, il n'y a plus de parcours linéaire, il n'y a plus de choses qui sont parfaitement prédictibles, qu'on peut préparer à l'avance, etc. On aura au contraire des réinventions permanentes, c'est-à-dire des parcours professionnels qui vont se transformer, s'accélérer avec des courbes, des métiers qui se transforment, des gens qui vont devoir se former au cours de leur vie, des gens qui vont devoir faire des choses différemment, se former pour utiliser certaines machines, parce que justement, couple homme-machine, c'est comme ça qu'ils vont travailler, avoir des tâches qui vont disparaître, mais d'autres du coup qui peuvent apparaître, et ainsi de suite. Et puis parfois même complètement changer de métier. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. Une start-up, encore une fois, qui s'appelle Switch Collective, qui s'occupe d'accompagner les gens dans la maîtrise de leur destin professionnel, de changer, de se reconvertir, de passer complètement à autre chose. Alors il y a des choses, évidemment, des switches radicaux, comme des gens qui décident de tout lâcher pour aller je sais pas, faire du fromage, et on retrouve ça pas mal chez les Parisiens un peu lassés par la vie frénétique de la ville, qui ont envie d'aller à la campagne, qui ont envie de travailler différemment, qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie de faire des choses de leurs mains. Donc vous avez tous d'ailleurs ce mouvement de gens qui ont fait des très très hautes études pour travailler, pour travailler dans des grandes entreprises et qui finalement lâchent tout pour plutôt faire un travail artisanal. Aussi, et pour être vraiment artisan, plombier, charpentier, et cetera. Et ça, c'est un vrai mouvement. Alors ça représente encore, c'est pas non plus 10 millions de personnes, mais c'est un vrai switch qui existe et qui est très à la mode. Et d'autant plus qu'en fait, on a besoin de plombiers, et on a besoin de charpentiers, et on a besoin de gens qui font les toitures, et cetera, et cetera. Donc, ils se rendent compte d'ailleurs qu'ils gagnent très, très correctement leur vie en général. S'ils gèrent bien leur entreprise, ils peuvent gagner correctement leur vie.
Donc la fin des parcours linéaires, la fin des parcours linéaires et l'idée qu'on est artisan de sa propre carrière, artisan de son propre travail, et que les valeurs de l'artisanat au travail vont devenir d'autant plus importantes que tout ce qui est automatisable va disparaître. Et la première valeur, en fait, il y en a trois, des grands principes, plutôt que des valeurs, des grands principes de l'artisanat. C'est la notion d'autonomie dans le travail, c'est la notion de responsabilité et c'est la notion de créativité. La notion d'autonomie, c'est l'aspiration humaine la plus profonde et celle qu'on a voilà, depuis qu'on est tout petit, celle qui nous fait grandir. Quand vous faites vos premiers pas, c'est la première étape de l'autonomie. Lorsque vous apprenez à lire, c'est encore une autre étape de l'autonomie. Et en fait, tout au long de sa vie, hein, il y a des grandes étapes qui nous amènent vers davantage d'autonomie. C'est une aspiration très profonde et c'est quelque chose qui nous épanouit, le fait de pouvoir être autonome, le fait de pouvoir faire quelque chose dans sa totalité tout seul, le fait de pouvoir être un peu plus libre dans son activité. Donc l'autonomie, c'est la première chose. Mais l'autonomie sans la responsabilité, ça ne marche pas. La responsabilité, c'est l'idée de ne pas dire ah ben faut que je valide avec ma hiérarchie, ah je sais pas, c'est pas moi ça. Ou cette idée qu'il faut, lorsque vous accomplissez une tâche, faire valider par 4, 5, 6 personnes avant de pouvoir faire. Bah, donc, du coup, il n'y a pas d'autonomie puisque vous êtes déjà contraint par des processus. Donc l'autonomie avec la responsabilité, cette idée que justement vous assumez les conséquences de vos actes, vous êtes responsable, vous représentez par exemple l'entreprise et c'est vous, le représentant de l'entreprise et pas votre supérieur, votre manager, etc. Donc ça, c'est la responsabilité. Et la troisième chose, c'est la créativité. La créativité, c'est pas seulement réservé aux artistes. Bon, j'ai mis une photo de Chevalet, mais c'est pas seulement réservé aux peintres, aux musiciens, etc. C'est tout le monde. La créativité, c'est l'idée justement qu'il n'y a pas un one best way dans le travail. Il n'y a pas une manière de faire, il y en a plein. Et donc tout ce que vous faites, vous apportez vous-même, vous apportez votre ADN, votre personne, vous laissez une trace. Et ça peut être fait avec n'importe quoi. C'est des petites choses. C'est vous mettez un peu de vous-même dans ce que vous faites. Et ça, c'est je dirais pour moi la définition de la créativité au travail, bien plus que voilà, aller simplement imaginer être des grands artistes et être Léonard de Vinci. Pas que Léonard de Vinci qui est créatif. Être créatif, c'est faire une chose à sa manière et de manière unique, pièce unique. C'est ça l'artisan, le travail d'artisanal. Le meuble que vous faites, il est unique. Il n'y en a pas 10 comme ça. Et il est un tout petit peu différent de celui d'à côté. Donc ces trois piliers des valeurs de l'artisanat, eh ben on peut les retrouver dans tous les métiers. Et je vais vous prendre évidemment l'exemple de la grande distribution, de la distribution en général, puisque ça vous touche d'un peu plus près. Même dans la distribution, c'est un petit peu ça qui est en train de se produire. En fait, dans le monde des grandes surfaces se porte pas très 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 bien, hein. Aux États-Unis, il y a certaines chaînes, certaines enseignes qui se portent même très mal. Alors dans le textile, on parlait du textile tout à l'heure, il y a une chaîne de magasins qui s'appelle Sears, une autre qui s'appelle Macy's, qui vont très mal, il y a des centaines de magasins qui ont fermé. Les shopping malls à l'américaine, ces grands, ces gigantesques centres commerciaux où on va en voiture, ça marche très très mal, il y en a beaucoup trop aux États-Unis. Donc au cours des 3 dernières années, il y a eu une baisse de la fréquentation de 50%. Ça a été extrêmement rapide. Et donc on considère qu'au cours des 2 prochaines années, il y a plus d'un tiers des shopping malls qui vont disparaître aux États-Unis. C'est vraiment très massif et très rapide. Et tout ne s'explique pas uniquement par le e-commerce, parce que le e-commerce ne représente encore que moins de 10% de l'ensemble. Donc on voit que ça va au-delà du e-commerce. C'est qu'en fait, il y a aussi un rejet de tout ce qui est justement économie de masse, consommation de masse, et que les consommateurs, ils trouvent que Sears ou Macy's, c'est pas si intéressant que ça. Ça, on peut peut-être aller chercher chez Amazon. En revanche, on va chercher des choses qui sont uniques, des choses qui sont intéressantes, des choses qui sont beaucoup plus, qui vous parlent davantage. Je vais vous prendre un exemple justement dans le livre. Et le livre, c'est intéressant parce que les librairies, ça fait quand même 15 ou 20 ans que ça se porte pas très bien. Il y a eu le livre électronique, il y a évidemment eu Amazon. Et alors Amazon, dans le livre, c'est quand même très massif, hein. C'est la moitié quasi, même plus de la moitié de l'ensemble des ventes de livres en ligne, c'est Amazon. Donc c'est vraiment archi dominant. Et puis ça a eu un impact évidemment sur les librairies. Donc dans les années 2000, il y a beaucoup de librairies qui ont fermé. Dans les années début 2010 encore. Et puis il se passe quelque chose de très étonnant depuis 2 ans, c'est qu'il y a des librairies qui réouvrent. Comment ça se fait? Est-ce qu'on lit tellement plus? Non. Mais tout d'un coup, il y a un nouveau modèle qui est en train de s'inventer et ça peut paraître compliqué avec le livre parce que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel prix sur un livre, hein. Le livre, consommateur, il n'est pas prêt à payer le double. C'est pas comme le vêtement où c'est un petit peu plus, hein, c'est un petit peu plus, c'est quand même le commerçant qui choisit ses prix. Avec le livre, c'est plus compliqué.
Mais ce qui se passe, c'est que dans la ville de Seattle, dans l'État du Washington, la ville de Seattle, c'est très particulier parce que c'est une ville où il y a très peu d'inégalités de revenus, très peu d'inégalités sociales. Donc les vendeurs sont très bien payés, tout le monde est bien payé, donc tout le monde est assez riche à Seattle. Personne, enfin si, il y a des gens très très riches, mais en tout cas, il y a moins de pauvreté que dans le reste des États-Unis. Et du coup, il y a un commerce ça fait marcher le commerce, parce que les classes moyennes sont aisées, peuvent consommer davantage, une plus grande une propension à consommer, donc ça tourne bien. Et alors, il y a deux types de modèles de magasins qui se développent. Il y a d'un côté des magasins comme Amazon Go. Vous avez peut-être vu cette vidéo sur Amazon Go. Ça vous dit quelque chose? Alors, c'est cette idée du magasin, donc, parce que Amazon se met à ouvrir des magasins physiques, des magasins en pierre. Alors Amazon Go, c'est dans l'alimentaire. C'est cette idée que vous marchez dans le magasin, vous prenez tout ce que vous voulez et vous sortez, il n'y a pas de caisse parce que tout est fait avec tout est fait avec votre smartphone. Donc c'est extraordinairement fluide. Vous allez, vous cherchez votre sandwich, vous ressortez, il n'y a pas de queue, il n'y a pas d'attente. C'est plus facile encore que de cliquer sur un bouton. Donc vous avez d'un côté comme ça ces magasins qui vont devenir de plus en plus faciles, de plus en plus pratiques, où il y a non seulement plus de caisse humaine, mais même plus de caisse du tout, où tout est extraordinairement fluidifié, facilité. C'est cette idée de faciliter ce que les Anglais appellent la convenience. Donc, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de magasins de proximité, avec des horaires d'ouverture plus étendus, etc. Donc, vous avez ça d'un côté, avec parfois des choses assez tech. Et puis, vous avez de l'autre côté l'inverse. Donc, ce qui est extraordinairement efficace, c'est ce qui ressemble le plus à l'expérience en ligne. Parce que l'expérience en ligne, c'est la plus grande fluidité et facilité possible. Le consommateur au zéro effort. Donc certains magasins dans cette tendance-là sont des magasins qui sont dans cette logique du zéro effort, la fluidité la plus totale. Et puis de l'autre, à l'inverse, des magasins qui offrent une expérience radicalement différente de l'expérience en ligne, et donc qui peuvent, au contraire, apporter des choses complètement différentes. Alors soit des choses complètement high-tech, soit des expériences de communauté, les magasins Nike avec les terrains de basket à l'intérieur, des choses comme ça, enfin plein de choses comme ça qui peuvent être plus ou moins farfelues. Soit à l'inverse, des choses où tout simplement où vous allez voir un individu, vous allez retrouver le magasin vraiment à l'ancienne, où vous avez quelqu'un qui connaît son métier, qui connaît sa marchandise, qui la connaît si bien que c'est cette personne qui l'a choisie, qui va vous conseiller, qui va apporter toute sa personne au travail. Et c'est ce qui se passe avec les librairies. C'est ce qui se passe avec les librairies, parce que dans la ville de Seattle, qui est quand même une assez grande ville, il y a plein de librairies indépendantes qui s'ouvrent. Et ce n'est pas les chaînes de magasins, les chaînes de librairies comme Barnes Nobles qui marchent, ça continue de marcher mal, enfin ça continue de chuter. Ce sont ces tout petits magasins indépendants. Et donc là, Queen Anne Books, c'est un petit magasin qui s'est ouvert en 2012, je crois, alors qui a remplacé un magasin qui avait fait faillite, et qui a utilisé toute la communauté pour les soutenir, qui a mis en réseau absolument tout le monde. Et puis ces petits individus qui sont connus s'appellent Crane, Young et Janice, 3 personnes qui sont mises ensemble. Et ils choisissent évidemment les ouvrages, ils choisissent de recommander un livre. Ils mettent un livre sur la table parce que c'est un livre qui les a passionnés et qu'ils ont adoré, et ils ont envie de le partager. Et les consommateurs, les lecteurs de Seattle, ils vont là précisément parce que c'est intéressant, parce qu'ils vont voir des gens passionnés. Ils vont voir des gens passionnés qui vont leur donner des idées, et des idées qui ne sont pas dans leurs algorithmes d'Amazon. C'est pas ce qu'ils auraient acheté eux-mêmes, c'est peut-être complètement autre chose. Et c'est pour la rencontre d'une autre individualité, la rencontre d'une personnalité qui est différente de la sienne, de l'altérité. C'est pour ça que les librairies indépendantes à Seattle cartonnent. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir qu'en fait, il y a de la place, et c'est illustré par la réalité économique d'une ville pour des petits commerces où la valeur qui est créée, c'est précisément l'individualité dans toutes ses composantes, et la personnalité dans toutes ses composantes. Donc, qu'est-ce qui va intéresser le consommateur de demain? C'est d'aller voir un individu, et un individu avec toute sa richesse. Tout ça, toutes ces idées-là, en réalité, c'est pour ça que toutes mes diapos sont en noir et blanc. Elles ne sont pas nouvelles. Donc je vais conclure là-dessus. Je vais conclure avec une inspiration, une figure qui m'inspire, qui continue de m'inspirer, sur laquelle je lis sans cesse. Et puis j'habite à Londres, donc c'est une figure très très importante en Angleterre, et à Londres en particulier. Est-ce que sa tête vous dit quelque chose? Non? C'est un homme qui s'appelle William Morris. En Angleterre, c'est une icône, il est immensément célèbre. En France, il l'est quand même un peu, parce que c'est l'un des hommes qui est à l'initiative du mouvement Arts and Crafts au XIXe siècle, qui est l'un des mouvements de design qui a eu le plus d'influence dans l'histoire du design.
Le mouvement arts and crafts, c'est un retour vers des motifs, hein, qui ont été très, très populaires, hein. C'est toute un sorte d'art confondu et puis d'art décoratif, d'art de la maison, d'art, qui pouvait du coup faire partie de votre quotidien. William Morris, il était convaincu que ce qui apportait du bonheur, c'est d'être dans une maison belle, avec des choses qui sont soit belles, soit utiles, soit les 2, et des choses qu'on a éventuellement fait soi-même, qu'on a choisies avec son cœur, et cetera. Et donc cette idée de la maison et de la maison belle, il a fait construire des très belles maisons. C'était vraiment le cœur de ce en quoi il croyait. C'était aussi un des pères du mouvement socialiste britannique. Quand les Britanniques disent socialiste à l'époque, ça veut dire communiste aujourd'hui, hein. Qui était à l'origine, à l'initiative de la création plus tard du Parti travailliste britannique. Et William Morris, donc on parle là des années 1860, 1870, 1880. Et tout son mouvement et j'allais dire ses collègues, ils rejetaient en masse l'industrie massive de l'époque victorienne anglaise. Il faut voir que Londres, dans les années 1860-1870, c'était horriblement pollué. Les usines étaient en ville, tout était au charbon, etc., ça crachait une fumée noire, il y avait de la suie partout, tout le monde avait des maladies respiratoires. Ce n'était pas mesuré comme on le mesure aujourd'hui, mais la qualité de l'air à Londres en, je sais pas, 1880 par exemple, je peux dire qu'aujourd'hui on ne respirait pas une seconde, hein. C'est pire que Manille ou Shanghai ou Pékin. Je pense que vraiment la qualité de l'air à Londres, c'était quelque chose d'atroce. Donc il y a une espèce de retour, d'envie de retour vers vers des meilleures valeurs, parce que le travail de l'usine, déjà, dans l'époque victorienne, et puis l'Angleterre, elle était à la pointe de tout ça. C'est la première qui a eu la révolution industrielle, c'est la première qui a industrialisé, qui a créé les usines, etc., etc., avec des classes ouvrières très pauvres. Donc c'était avant le modèle fordiste, hein. Ils étaient exploités, c'était des semaines de travail de 90 heures, les enfants qui travaillaient, etc. Vous imaginez toutes les horreurs décrites par Charles Dickens. Et donc, il y avait énormément de gens qui rejetaient tout ça, puis qui rejetaient la standardisation, qui rejetaient la perte des valeurs, la perte de tout un tas de notions artisanales, justement, qui étaient en train de disparaître. Et William Morris, il s'est énormément intéressé aux arts médiévaux. Des arts médiévaux comme la reliure, qui avait complètement disparu, puis la tapisserie, puis il a fabriqué des meubles, il a fabriqué des tissus, les choses pour lesquelles le mouvement est le plus connu, c'est les tissus. Et donc il a créé une entreprise qui s'appelle Morris & Co, dont l'influence est encore perceptible aujourd'hui dans l'art britannique et dans les maisons britanniques, qui fabriquait tous ces objets pour le grand public et qui amenait voilà, une réhabilitation, une remise en avant des valeurs artisanales. Et donc il a recréé de toutes pièces. Il a recréé de toutes pièces des arts et des savoir-faire complètement oubliés. Bien moi, et ce sera ma conclusion, je suis assez persuadée qu'on est vers une aspiration qui est très similaire au mouvement Arts and Crafts et à William Morris, c'est-à-dire cette idée qu'on a envie de quelque chose d'authentique, alors qui n'a rien d'authentique en réalité puisque ça n'existe plus, donc c'est de l'authentique recréé, mais on a envie de quelque chose de passé, on va dire, et d'où le noir et blanc, et de remettre en avant voilà, des valeurs et du savoir-faire et de la beauté et des choses bien faites. Et que ça va toucher notre travail dans toutes ses dimensions. Donc, travailler en 2025, il y a moyen pour que ça soit très sympa.